Už mi tak nebude, už mi tak nebude jak bylo pierwsze. Už mi tak nebude, už mi tak nebude jak bylo. Après, de leur jeunesse, je ne sais pas grand-chose. Je sais tout simplement que très vite, papa a été politisé fortement parce qu'il me parlait de l'association Prosvita qui visiblement avait une petite branche dans leur village, et donc cette association proposait la culture ukrainienne comme distraction. On apprenait des chants folkloriques, le village avait monté une chorale où on chantait à plusieurs voix, et surtout on y faisait du théâtre. Alors, papa avait été dans l'armée polonaise. En 1941, il a été prisonnier. J'avais un tout petit document que possède actuellement l'un de mes enfants, un petit carton qu'il avait envoyé de Hambourg, où il était emprisonné donc, par les Allemands. Et sur ce carton, qui est préimprimé, deux mots, Żywy i zdrowy, qui signifie « je suis vivant et je suis en bonne santé ». À la suite de quoi, papa s'est sauvé, pas tout seul, avec deux ou trois autres. Il a réussi à venir donc pas loin de Svednik, où court la rivière Sian, et pendant 3 jours il est resté bloqué sur les berges parce que comme il ne savait pas nager, il ne parvenait pas à traverser. Finalement il a réussi à traverser, et donc en 1942 il est revenu à Svednik dans le village où il devait se cacher parce que c'était un prisonnier de guerre allemand, comment dire, en fuite. Et finalement, il y a eu, enfin on a retrouvé sa trace, et donc les nazis organisaient des convois pour les camps de travail, et papa et maman en une nuit ont décidé de partir. C'est un départ forcé, parce que c'était la meilleure solution pour papa, qui risquait sinon tout simplement d'être fusillé. J'ai perdu tout à fait leurs traces entre 1942 et leur arrivée en France, ou plutôt s'il y a de toutes petites traces, mais leur parcours à partir du moment où l'Allemagne a été libérée, c'est-à-dire fin mai, début juin 1945 jusqu'au 5 décembre 1945, c'est pour moi une inconnue. Il y a un trou absolu et on ne sait pas où étaient mes parents. Ils se sont rencontrés après la guerre, hein, donc certainement, bon, ils étaient un petit peu... ils disaient pas trop ce qu'ils faisaient quand ils ont été déportés par les Allemands pour... hein, je ne sais pas trop, ils en parlaient pas beaucoup. Hein. Alors, d'où est-ce qu'ils venaient vos parents? Alors, de quelle région en Ukraine? Alors, mes parents venaient de la Ralecina, l'un et l'autre. Papa de Mocerade, le village c'était Mosteska, donc pas trop loin de la frontière polonaise. Et maman, en fait, ils ont été déportés, donc ils étaient... on est allé il y a 2 ans. Comment ça s'appelle ? Ma mère, dans le petit village, on est allé revoir la maison. Juste à la frontière. En fait, on a eu l'occasion, il y a 2 ans, d'aller voir la maison où est née maman. Elle existe encore, une maison en bois que mon grand-père avait fait. C'était très émouvant de savoir qu'elle existait encore. Moi, mon papa, normalement, il vient de pas très loin d'Ouman, de Katerinopil, et ma maman de Ralicena aussi, comme ses parents. Il disait que c'était difficile, hein, le peu de vie qu'il a eu sur place. Papa, il adorait
écrire, lire. Par exemple, il disait je devais paître les vaches, donc j'ai eu la chance uniquement d'aller à l'école durant 2 ans. Et j'avais de très bons bulletins. Et il est vrai que j'ai retrouvé ces 2 bulletins. En fait, il les a emmenés, où il y avait de très bonnes notes. Enfin, c'était pas des notes, c'était des appréciations, mais c'était excellent. Il le racontait toujours. Après, il y avait des petits moments où il parlait de sa maman, où le matin, il faisait très froid. Alors, il disait, et puis papa, il aimait beaucoup dormir. C'était pas un lève-tôt. Alors, il disait, pour aller un petit peu plus vite, maman, elle mouillait ses doigts, qu'elle mettait sur mes paupières pour me rafraîchir un petit peu, pour me lever. Et puis, il était heureux quand il y avait de la chance d'avoir des petites brioches, mais c'était pas souvent. Mais il n'a jamais regretté, il disait que c'était merveilleux. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé revoir les parents. Sa maman est décédée fort jeune par des difficultés alimentaires, etc. Maman, parfois ça lui arrivait de parler de la période de guerre où ses 2 frères de Pologne se cachaient, ils devaient creuser des trous dans leur jardin, où maman le soir sortait pour leur donner à manger en cachette, et ça avait duré des mois et des mois. Mais bon, c'est vrai que c'était pas souvent, elle en parlait, parce que ça la peinait beaucoup. Et puis moi j'étais fort jeune, donc j'entendais ces histoires. Moi je pense que le problème c'est que quand nous étions jeunes, ça nous intéressait sans nous intéresser. Du coup on n'a malheureusement pas posé les bonnes questions à l'époque. Donc en fait, pour raconter un peu, ils ont fait partie des gens qui ont été déportés par les Polonais. Donc ça c'est une partie de leur vie, quoi, du côté de ma maman, quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle disait, c'est que sa maman, elle, donc ma grand-mère, est morte de chagrin lors de cette déportation, quoi. On leur a donné 2 heures pour quitter leur village, quoi. Donc en fait, à l'origine, du côté de ma maman, ils étaient propriétaires terriens, ils ont tout perdu, parce qu'on n'a plus de traces de cette période-là, quoi. Je pars, mais pour ne plus revenir. C'était dur parce que le fait de dire je retourne plus, tout ça, ça devait être vraiment difficile pour lui. Donc il est arrivé en Allemagne. Il a travaillé quelques années dans une ferme en Allemagne. De là, il est arrivé en Belgique. Et lui, il avait en France 2 oncles, 2 frères du côté de sa maman. Donc il y a un de ses oncles qu'il a hébergé pendant de nombreuses années. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc mes parents, ma mère l'a toujours dit qu'elle m'avait conçu en Allemagne et que j'étais né en France en 1949. Donc nous sommes arrivés, mes parents sont arrivés, et moi certainement avec dans le monde de ma mère, à Pécancourt. Pécancourt qui à l'époque était une cité minière. Voilà. Et donc ils sont venus avec de nombreux Ukrainiens de camps allemands, enfin de camps situés en Allemagne, après la guerre où tous les Ukrainiens et les autres nationalités étaient, disons, parqués en attendant leur envoi dans leur pays d'origine ou à l'étranger. Parvenue à l'âge où je suis,
Je suis fascinée que de simples ouvriers aient eu cette conscience politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont partis d'Ukraine avec un livre, une pièce de théâtre, 2 ou 3 photos. Alors les photos de papa et maman jeunes séparément, papa qui était dans la maison communale où on avait instauré une bibliothèque et aussi un petit magasin de produits, ce qui était assez novateur à l'époque. Et j'ai entendu parler toujours, quand j'étais petite, sans comprendre de quoi il s'agissait, de Prosvita. C'est plus tard, en cherchant, que j'ai compris que c'était une organisation qui prônait comment dire, la culture, la défense de la culture ukrainienne. Et donc ça, c'est quelque chose qui est resté, qui était très vivant dans ma famille, y compris lorsque, après la guerre, ils sont arrivés en France. Donc ensuite, ils sont arrivés en France. Je sais pourquoi, très rapidement, ils ont choisi la France. Je vais en dire un mot tout à l'heure, mais donc, ils sont venus à Fenin pour travailler sur les fermes, parce qu'à l'époque, la France avait besoin de travailleurs agricoles à cause de la guerre. Comme papa avait été fortement politisé, il s'est dit on ne va pas retourner là-bas parce qu'il savait très bien que ce qui l'attendait c'était la Sibérie, le goulag. Donc le premier pays qui a ouvert ses frontières c'était la France et papa et maman se sont inscrits, enfin je ne connais pas les détails, pour venir en France. C'est comme ça que le 12 décembre 1945 ils se trouvaient à Fenin dans une famille qui était flamande et ils étaient donc définitivement exilés d'Ukraine et immigrants en France. Ukrainiens, ils sont arrivés en France. Maman est arrivée dans les années 60. Papa, je n'ai pas l'année exacte pour le moment. Je pense que ça doit être dans les années 55. Juste avant-guerre, donc 39 quoi, un peu avant 39. Et papa est arrivé pendant la guerre. Donc mon papa s'appelait Alexandre et ma maman née Katerina Billy. Donc, broder, chanter, on vivait vraiment pleinement dans le... À Ukraine. Ouais. À Ukraine en France. Les repas, tous les repas, on mangeait rarement des choses qui n'étaient pas ukrainiens. Alors, papa cultivait beaucoup, ils avaient des animaux, et les vareniki, les rolotis. Enfin, je pense que ça c'est une particularité aussi, peut-être pas que des Ukrainiens, hein, mais nos parents, ils sont arrivés ici sans rien. Ils se sont débrouillés quoi. Papa et maman, ils ont toujours travaillé. Papa, il était soudeur à la mine. Maman, elle nous a élevés, et puis après, elle faisait un petit peu de tout. Elle allait à la ferme, elle ramassait les pommes de terre pour le fermier. Par la suite, elle avait fait femme de ménage. Mais ils sont jamais restés sans rien faire. Et puis ils ont réussi à acheter une maison, ils ont réussi à retaper la maison parce que faute de moyens, ils ne pouvaient pas acheter une maison sans travaux. Et quand on voit le parcours, papa travaillait au Black, il s'était acheté un appareil à souder puisqu'il avait appris à la mine. Et il travaillait pour ses copains qui voulaient une porte ou quoi, puis il avait un petit peu d'argent, ce qui lui permettait de s'acheter autre chose, et ils ont vécu comme ça, et moi je peux dire que franchement on est fiers d'eux, on a des parents qui nous ont quand même transmis un héritage. Papa il travaillait dans le bâtiment, ma maman elle est arrivée avec un contrat de travail comme elle a fait. Bon après comme elle a eu beaucoup d'enfants, elle a arrêté de travailler. Et un peu le même genre de parcours que Marie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont acheté une maison, qui ont fait leur vie ici, comme tout le monde, quoi. D'une façon très dure. Voilà, on était 6 enfants à la maison.
mais comme mari, toujours dans un esprit ukrainien. Donc nous sommes arrivés avec un contrat français pour aller travailler dans les mines. Donc nous sommes arrivés et nous avons été logés dans des maisons en bois qu'on appelait les baraquements. Et donc il nous a appris la langue ukrainienne, il nous a forcé à apprendre la langue. Il y avait un bouquin, on devait apprendre les lettres, etc. D'ailleurs, quand on est rentré à l'école française, on ne savait pas un mot de français parce que ma mère et mon père n'ont jamais parlé en français. Jamais. Hein? Et mon père, des 4 familles, c'était, disons, le plus nationaliste. Les autres familles, c'était cool, quoi. Hein? Bon, on allait Kouladouvat et des fois chez eux quand ils voulaient bien. Et c'est tout. Bon, avec des gens de Paris, hein, pas nous-mêmes. Donc, mon père prenait le journal, certainement, qui s'appelait Schlarpermore, que vous connaissez certainement. Et puis, bon, de temps en temps, pour se mettre au courant, il lisait Narodowiec, c'était un journal polonais. Bon, parce que le français, il ne savait pas le lire. Ça, non. Donc, c'était soit polonais, donc il y a comme ça qu'il pouvait avoir des infos. À l'école française, bon, ça s'est bien passé, on n'avait pas trop de difficultés avec les Français, parce qu'il y avait quand même un noyau solide, bon, si, peut-être pas ukrainien, mais polonais, tout ça, et puis bon, dans les cités, c'était beaucoup comme ça, puis avec les Français, dans cette fameuse nouvelle cité où on est, ben, c'était tous des mineurs, et ça, ils étaient quand même tous un petit peu soudés. Il y avait de nombreux enfants et il n'y a jamais eu quasiment aucun problème, à part c'est le père d'Arojniak qui faisait. Il avait acheté rue Pharaon de Winter, une ancienne. C'était un ancien couvent. Donc là, il a racheté, je crois que c'était 67-68. Et là, on a commencé. 67-68, oui. Donc j'avais une vingtaine d'années, même pas. Et donc là, on commençait à faire des travaux, parce que c'était à l'abandon quasiment. Et là, on dit, on va faire un groupe de danse. Les gens, enfin, moi, je n'ai pas trop dansé, j'ai jamais trop dansé, mais ils ont commencé à danser dans la salle, les premiers pas de danse. Hein, et je crois que c'est de là qu'est né Tanets après. Hein. Parce que je ne sais pas, Tanets, je ne sais pas en quelle année, mais c'est dans ces eaux-là, hein, 75-76, je dirais. Hein. Et puis, donc, il y avait ceux qui dansaient, et puis on faisait une chorale aussi. Le prêtre, il faisait une chorale. Et bon, elle a tenu 2-3 ans, et puis là, elle était quand même solide, hein, parce qu'on est très nombreux, hein, une chorale à 4 voix. Hein. Des jeunes de 20, 25. Hein. Puis on allait Kouladouvat, et c'était quelque chose de pas mal. Alors, je sais que papa et maman sont arrivés donc à Fenard dans une ferme. Ensuite, en 1947, ils sont venus à Troisville, où j'habite encore moi actuellement, dans une autre ferme. Et ils ont dit qu'ils avaient été très bien reçus par les familles de fermiers. Enfin, ils étaient contents de leur sort parce que ils pouvaient travailler, ils pouvaient se nourrir, et puis assez rapidement, alors Fenard, il faut que je dise que c'est du côté de Denain, à l'époque il y avait des mines, et papa m'a raconté qu'une fois comme ça, il a pris le vélo pour aller acheter du café, et il est tombé sur des gens qui parlaient ukrainien. Alors très vite, ils ont su qu'il y avait des Ukrainiens à Denain, et puis un peu à la fois, au hasard des rencontres, ils rencontraient des Ukrainiens. Autour de Leucateau, moi j'ai recensé 37 familles ukrainiennes dans différents villages. Souvent il y en avait 1 ou 2 par village, et c'est par ouï-dire qu'ils se sont rencontrés comme ça. Et donc la première fois qu'ils ont eu l'occasion de s'organiser, c'était aussi grâce au père Narozniak, qui est arrivé à Lille en 1948. Comme il était prêtre, il cherchait des paroissiens, et donc le père Narozniak, d'abord à vélo et ensuite en moto, il écoutait en disant là-bas il y a des Ukrainiens, là il y a des Ukrainiens, et c'est comme ça qu'un peu
chez nous, dans les terres agricoles, les gens se sont organisés, hein, par ouï-dire et en tombant par hasard les uns sur les autres. Dès 1946, dès qu'ils entendaient qu'il y avait des petites publications, ils achetaient des livres ukrainiens. Il y a des publications qui viennent d'Argentine, des publications qui viennent d'Angleterre et surtout d'Allemagne où il y avait l'université libre. Et c'était toujours, ils achetaient des livres à connotation politique. Ils avaient un très très grand amour de leur pays, une fierté très forte de la culture ukrainienne et ils avaient le souci de nous transmettre à mon frère et à moi la langue ukrainienne. Quand j'étais petite fille, j'avais 4 ou 5 ans, j'entendais que papa partait quelquefois à Paris. Alors vous imaginez, nous n'avions pas de voiture, même dans le village il y avait 2 ou 3 voitures chez des gens extrêmement riches, et moi mon papa allait à Paris. Et alors c'est là que j'entendais parler de syndicats. Papa était syndiqué dans une section des travailleurs ukrainiens qui elle-même faisait partie à l'époque de la CFDT. Et comme ça, j'ai de noms de syndicalistes ukrainiens de Paris, Popovitch par exemple, il y en a 1 ou 2 autres, mais ça ne me revient pas maintenant, mais ils étaient syndicalisés et papa est resté syndiqué jusqu'à la fin de sa vie. À la fin, il était syndiqué à la CFTC, c'est-à-dire au moment où la CFDT, s'est divisée avec EFO, je crois, et papa a choisi la CFTC à cette époque-là. Et d'ailleurs, là aussi, j'ai une anecdote assez amusante. En mai 68, toujours, tous les collègues de papa étaient CGT, et lui était CFTC. Et il a tenu bon, il a refusé de passer à un autre syndicat. Et d'ailleurs, une autre anecdote amusante, parce que, évidemment, les CGTistes étaient pro-communistes, et ça n'empêchait pas les collègues de notre père, syndicaliste CFTC, de venir chez nous à la maison parce que mon frère et moi étions à l'époque déjà largement étudiants et de les aider à écrire des tracts parce que les ouvriers français avaient du mal à écrire. Donc voilà un petit peu les activités syndicales de papa et la même chose, cette espèce de communauté finalement de tolérance parce que évidemment, ils se disputaient avec les CGTistes, etc. Mais quand il y avait besoin d'aide, on venait, on demandait. Et je trouvais aussi qu'à l'époque, les ouvriers français avaient une conscience politique très juste et très, ils savaient ce qu'ils revendiquaient. Je trouvais ça très intéressant. Comme j'ai dit, très vite à l'école, les maîtres de la République nous ont poussés à étudier parce que nous avions les capacités intellectuelles. Je ne me suis jamais sentie ostracisée par les Français en tant qu'Ukrainienne. Mais parfois comme fille d'ouvrier, mais c'est un autre problème. Hein. C'était quand je suis allée à l'université, quand mon frère est allé à l'université, il n'y avait en France que 1% de fils d'ouvriers qui accédaient à l'université. Mon frère a fait l'école de journalisme de Lille et sciences politiques, c'était hors norme pour des ouvriers, c'était impossible. Donc, les Français qui comprenaient l'affaire nous ont toujours admis comme les leurs, ne nous ont jamais empêchés de quoi que ce soit. Moi, je ne me suis jamais sentie ostracisée par qui que ce soit. Hein. En plus, comme nous étions souvent biculturels, mon frère et moi, et tous les Ukrainiens que j'ai connus qui étaient conscients de leur culture, nous étions généralement bien accueillis par les Français qui avaient une admiration, je dirais une certaine admiration pour le fait que nous soyons au contact de 2 cultures, qu'en même temps nous étions totalement français,
Et moi, je me sens totalement ukrainienne. Je suis une hybride, mais parfaitement à l'aise avec les deux aspects de ma culture et de mes apprentissages. Ça ne m'a jamais posé aucun problème, jamais. Et encore maintenant, par exemple, je me sens totalement française, je me sens totalement ukrainienne. Voilà, hein, un hybride. Mes parents aimaient beaucoup la France. D'ailleurs, j'ai aussi une anecdote. En 1968, j'ai critiqué le général de Gaulle, je ne sais plus pour quelle raison. Papa m'a donné une gifle. C'est la seule gifle de ma vie que j'ai reçue de papa, parce qu'on ne critique pas la France. C'est le pays qui nous a accueillis. Donc, comme vous voyez, j'ai 70 ans, je m'en souviens encore. Lorsque Khrouchtchev est venu en France dans les années 60, à l'époque, dans mon village, il y avait 2 familles d'Ukrainiens, la nôtre et encore une autre. À côté, à Remont, une famille d'Ukrainiens. À Bertry, un autre village, une famille d'Ukrainiens. À Montaix, toujours un autre village autour de Leucateau, encore une famille d'Ukrainiens. Et donc, nous avons vu un jour débarquer chez nous la police. Évidemment, c'était assez effrayant parce que les Ukrainiens n'avaient rien à se reprocher. Mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'est emprisonner pendant la période de 4 à 5 jours où Khrouchtchev était en France, emprisonner les 4 ou 5 familles d'Ukrainiens dont je vous parle, que les hommes, pas emprisonner les femmes, dans des cellules à Leucateau, là où la police avait des cellules. Et alors, les Ukrainiens se sont vus, ils se sont rencontrés avec la police et ils ont fini par négocier, parce qu'ils travaillaient, donc c'était perdre des jours de travail, c'était de simples ouvriers. Ils ont réussi à négocier de ne pas être enfermés dans les cellules, mais de venir signer 2 fois par jour leur présence au commissariat de police de Leucateau. Alors ils y allaient une fois le matin et une fois l'après-midi, le tout à vélo. Ils étaient chacun était à peu près à 5 ou 7 km de Leucateau, donc ça fait 14 km à vélo le matin, 14 km à vélo l'après-midi. Je ne vous dis pas l'ambiance qui régnait dans ces familles ukrainiennes, contre Khrouchtchev naturellement, et aussi, les débats qu'il y avait, parce que par exemple dans le village, il y avait pas mal de villageois qui se prétendaient communistes et à qui nos parents ne parvenaient pas à expliquer ce que c'était que le régime soviétique, qui n'avait rien de communiste au sens propre du terme, hein, parce que la théorie était très belle, mais la pratique qu'il constatait dans le pays, c'était terrible. Et d'ailleurs, à propos de ça, mes parents ont reçu les premières lettres d'Ukraine en 1954 ou 55. C'est l'unique fois où j'ai vu des larmes rouler des yeux de papa, parce que on ne pouvait pas d'abord échanger de courrier, non pas à cause de la France, mais à cause de l'Ukraine et du régime soviétique. Tous les gens qui vivaient là-bas, s'ils recevaient des lettres d'étrangers, étaient passibles d'être soupçonnés de trahison ou de collusion avec l'ennemi, les Américains, les Occidentaux. Et donc cette première lettre, je me souviens, papa a appris que sa mère était décédée et que toute sa famille avait été emmenée en Sibérie, et nous n'avons jamais eu aucune nouvelle. Peut-être que maintenant, moi, je pourrais retrouver des traces, mais c'était assez terrible, assez terrible. Holodomor, pour moi, ça n'a pas été une découverte, parce que la mère de mon mari est une orpheline du Holodomor. Ses parents sont décédés pendant le Holodomor. Et donc,
quand nous essayons de la faire parler de cette époque-là, elle n'a jamais pu prononcer plus d'une phrase, elle commençait à sangloter, mais même très âgée, elle n'a jamais pu nous en parler. Le traumatisme a été mais indélébile totalement. Hein. Et c'est récemment, alors que mon mari est décédé, que j'ai retrouvé son nom de famille, le véritable nom de ses parents, parce que elle avait été adoptée ensuite par des Price, c'était des Autrichiens qui vivaient en Ukraine, mais ce n'étaient pas ses parents naturels. Je viens de retrouver, il y a 2 ou 3 mois, son nom de famille, Hrehorenko. Et le nom de son village, j'ai oublié pour l'instant, mais ils ont des vies comme des romans, ces gens. Hein. Nous ne nous rendons pas compte que la vie d'un émigré est faite de rupture, de traumatisme, et je pense que c'est un combat toujours entre une réalité qu'on est obligé de vivre qui n'est pas celle qu'on voulait. Je crois que c'est une vie vraiment de douleur. Je crois que c'est très impressionnant. Hein. Et je me rends compte, je parle parfois avec mes enfants, ils me posent certaines questions et je me dis, il y a des traumatismes qui passent dans le subconscient et qui... c'est l'histoire de mes parents. Lorsque j'ai abordé le premier baccalauréat, parce qu'à l'époque on passait un baccalauréat en première et un baccalauréat en terminale, là aussi ce sont les professeurs de lycée qui m'ont averti que si je n'étais pas française, après il serait très difficile d'obtenir un travail, par exemple si je voulais devenir prof, ce à quoi je ne pensais pas à l'époque, et donc j'ai fait la demande pour être naturalisée. Et ça, je me souviens que ça m'a coûté parce que quand vous avez 15 ans ou 16 ans, vous vous posez quand même la question de savoir si c'est pas une trahison. Parce que tant que les deux cohabitaient sans qu'il y ait de questions, ce n'était pas un problème. Mais à partir du moment où j'ai dû choisir, je suis sûre que j'ai eu une espèce de débat de loyauté vis-à-vis de mes parents et vis-à-vis de cette Ukraine mythique que mes parents m'avaient présentée. Parce que en réalité, comme les frontières étaient fermées, comme on ne pouvait pas aller en Ukraine, je me suis rendu compte un peu plus tard que le pays que je me représentais comme étant l'Ukraine, mais c'était un mythe total, c'était pas une réalité. Et donc c'était d'autant plus douloureux que l'écart est toujours beaucoup plus grand entre la réalité et un mythe. Et donc pour moi ça a été très très difficile. Je me souviens que j'avais un véritable chagrin de ne plus être apatride et de ne plus être considérée comme ukrainienne. Et toi alors du coup, t'es français, t'es ukrainien, t'es franco-ukrainien, t'es quoi? Moi je suis français, ouais, français-ukrainien aussi, oui. Mais quand c'est un match Ukraine-France, je préfère les Ukrainiens. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. J'ai fini ma carrière à Roubaix, au collège Sainte-Marie, qui est situé dans le quartier de l'Alma et qui est classé éducation prioritaire. J'ai pu monter une classe d'arabe littéraire dans ce collège, faisant reconnaître que la culture d'origine est une culture importante et que surtout, connaissant un peu le problème des banlieues, moi je suis intimement convaincue que plus les enfants des banlieues connaissent leur culture, plus ils sont fiers de leur culture et mieux ils s'intégreront en France. C'est un non-sens de vouloir éradiquer ou effacer la culture d'origine sous prétexte que ça n'apporte rien. Je pense qu'au contraire, être à la frontière de deux cultures nous permet une meilleure connaissance de l'autre et permet
à tout le monde une intégration, non pas une assimilation, mais une intégration réussie. Nous l'avons vécu en tant qu'enfants d'Ukrainiens. Je pense qu'il serait temps de prendre bien davantage en considération les cultures d'origine des enfants des banlieues, parce que ça pourrait aider à une meilleure intégration. Lorsque vous savez d'où vous venez, vous avez des racines. Lorsque vous êtes fier de vos racines, vous êtes fier de parler à l'autre, de lui montrer ce que vous connaissez, et vous êtes bien plus apte à apprendre la culture de l'autre. Na